Et c'est parti pour le test complet, cette fois-ci dédié au LG C10 dans sa version 65 pouces. Et oui, si vous suivez la chaîne, eh bien vous avez vu que je l'ai opposé dans un duel au Samsung Q95T dans une version 55 pouces. Et c'était un duel exclusivement même, j'ai envie de dire, dédié à la partie gaming sur PC. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces dalles 4K 120 Hz? Le lien de la vidéo devrait s'afficher juste là. Et je vous avais promis eh bien, un test individuel en bonne et due forme de ce modèle OLED millésime 2020. Qu'est-ce qui se cache derrière ce LG C10? Je vais tout vous dire, c'est parti. Et bien comme d'habitude, je vais démarrer cette vidéo sur un rappel des caractéristiques techniques de ce LG OLED 65CX, caractéristiques techniques que vous voyez s'afficher juste à côté de moi. C'est un modèle 65 pouces, en l'occurrence, attention, c'est vrai que je ne le précise jamais, mais il peut y avoir des petits deltas sur les performances des téléviseurs. Alors c'est essentiellement vrai d'ailleurs sur des modèles LCD qui font varier le nombre de zones en fonction des tailles. Par exemple, chez Samsung, vous n'aurez pas le même nombre de zones de rétroéclairage sur un modèle 55 pouces ou sur un modèle 75 ou 85 pouces. Voilà, ça c'est des petits détails à connaître. Pensez bien à regarder plus précisément les caractéristiques techniques de chacun des téléviseurs en fonction de la taille. Moi, vous comprendrez bien que je ne peux pas vous afficher toutes les caractéristiques techniques pour chacun des modèles, on n'en finirait pas. Là, ici, il s'agit du 65 pouces, donc une dalle Ultra HD, 4K, 10 bits, 100 Hz, c'est assez classique, sauf qu'à cela, viennent s'ajouter tout plein de petites nouveautés, à commencer par le processeur Alpha 9 de 3e génération qui se veut plus performant, de l'ordre de 15% selon LG. Je ne vous cache pas que ça va être difficile de le vérifier. Quoi qu'il en soit, cette montée en puissance le rend plus efficace dans le traitement de l'upscaling, de la gestion de la fluidité, du traitement de l'image de manière générale, mais aussi dans la partie intelligence artificielle, vidéo et audio. On va découvrir tout ça ensemble. Et puis surtout, le gros point que vous attendez sans doute, eh bien, c'est la partie gaming. Je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais je n'avais pas indiqué de mesure, ce que je vais faire dans cette vidéo. Ce LG C10 est doté d'une prise HDMI 2.1 dont le débit est bridé à 40 gigabits. Pourquoi 40 et pas 48 alors que c'est censé être le débit de la norme HDMI 2.1? Eh bien tout simplement selon LG parce que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas indispensable. La réserve de puissance est consacrée eh bien, à toute la partie performance calcul du téléviseur. Les 40 gigabits seraient suffisants pour assurer donc une production d'images 4K, 10 bits, avec ce fameux chroma sampling 444. Là encore, si vous ne savez pas de quoi je parle, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo sur le duel avec le Samsung où j'explique ce qu'est le chroma sampling et le chroma subsampling. Quoi qu'il en soit, sachez que l'image reste somptueuse. Autre point très important, bien évidemment, eh bien, c'est la prise en charge du HDR10, pas de HDR10+, mais du Dolby Vision intégré, avec en plus l'arrivée du Dolby Vision IQ, un capteur de luminosité qui se charge d'analyser donc l'éclairage ambiant de la pièce et donc de paramétrer comme ça en temps réel le rétroéclairage, le réglage, tout ça de façon à ce que l'image soit toujours la plus fidèle possible, y compris avec ce mode Filmmaker Mode. Vous le savez, ces traitements électroniques gérés par les téléviseurs ont fait pas mal de débats. Et donc, pour que le consommateur retrouve dans son salon la patte artistique des réalisateurs, eh bien, l'Ultra HD Alliance a décidé de mettre en place ce fameux Filmmaker Mode, dans lequel certains réglages sont désactivés. Bref, on a donc une image qui est censée être la plus fidèle et la plus originelle possible par rapport à ce qu'a tenté de faire le réalisateur. Je ne vais pas m'attarder sur ce C10, sur la partie tout simplement design du produit, parce que c'est sensiblement le même que le C9. On retrouve les bords assez fins de l'écran. Franchement, là-dessus, on va y passer très rapidement parce que c'est classique sur de l'OLED. Franchement, même pour avoir testé un modèle Hisense à moins de 600 €, eh ben, on avait déjà des bordures assez fines sur le contour de l'écran. Donc ça, pour moi, c'est absolument plus une performance. De la même manière que ce n'est plus une performance aujourd'hui d'avoir ici sur la partie haute du téléviseur une dalle extrêmement fine de quelques millimètres avec forcément un caisson un petit peu plus gros
pour la partie où il y a l'électronique, on est aux alentours de 5 cm. Et sur le pied ici en façade, eh bien, sachez juste qu'il mesure environ 1 mètre, ce qui vous permet eh bien, de vous faire une idée et de vous projeter sur la taille du meuble qu'il est nécessaire d'avoir. Donc 1 mètre pour le pied, c'est pas tout à fait un pied central, donc, et environ 1,45 m sur ce 65 pouces pour la distance de base, pour la taille de base, pardon. Donc voilà, donc tout ça, c'est grosso modo un C9 mis à jour, mais vous allez le voir, il ne démérite pas ce nouveau LG C10. Alors sachant que je vous ai dit que ce LG C10 modèle 2020 est 15% plus performant grâce à son processeur Alpha 9 de 3e génération que le C9 qui était déjà un très beau téléviseur, est-ce que vous êtes réellement surpris si je vous dis que la qualité d'image est tout simplement dingue? Dingue parce que c'est un téléviseur OLED avec le savoir-faire de LG dans le traitement de l'image avec ce processeur, la gestion de la fluidité, de l'upscaling. Tout ce qui est apporté ici avec le tone mapping pour les fonctionnalités, pour le traitement de l'image, pardon, HDR, waouh, franchement, c'est une très belle image. C'est vraiment ultra confortable à regarder, c'est super piqué, notamment grâce à cette technologie OLED qui permet de faire un contraste, enfin d'offrir un contraste saisissant, de produire des noirs parfaits tout en ayant dans la micro-zone juste à côté un pixel qui vous saute à la gueule avec cette puissance de contraste qu'apporte l'OLED. Et donc voilà, franchement, il n'y a pas 50 000 choses à en dire. Quelle claque une nouvelle fois que ces téléviseurs OLED, dans tous les usages, que ce soit pour le cinéma, pour le gaming, on a vraiment une profondeur et une précision, une netteté, une fluidité, tout ce qui va vraiment très bien dans ce téléviseur. Regardez un petit peu cette image. Alors certes, c'est une boucle de démonstration, parce que vous le savez, en plus, YouTube complexifie pas mal la mise en scène et la démonstration que je peux vous faire sur la qualité des images, mais regardez, franchement, c'est waouh, c'est vraiment, alors là, bon, c'est une boucle de démo IPS, donc sans doute pour parler un petit peu des angles de vision, et c'est ce qui m'emmène justement aux angles de vision de l'OLED qui sont théoriquement parfaits, puisque les pixels qui sont auto-émissifs n'ont pas besoin de rétroéclairage qui provoque ces fuites de lumière. C'est d'ailleurs là le gros avantage de l'OLED, puisque en termes de puissance, ça reste quand même inférieur aux modèles concurrents avec des technologies LCD, que ce soit LCD classique ou QLED du côté de chez Samsung, etc. Puisqu'il n'y a pas que Samsung qui fait du QLED. Mais on a quand même cette plage dynamique et cette efficacité du film Maker Mode, comme le mode cinéma d'ailleurs. Franchement, le mode cinéma est calibré légèrement différemment, mais on s'en approche vraiment, ça va plus être dans les traitements. Regardez, concernant les angles de vision, avec cette boucle de démo toujours, c'est incroyable. J'ai beau, alors là je suis vraiment sur le côté de la dalle, mais j'y vois parfaitement, que ce soit la zone la plus proche de moi, au centre, ou la plus éloignée, je suis vraiment dans une perception de l'image qui me semble complètement homogène. C'est toute la force de ces pixels auto-émissifs de l'OLED, cette mise en valeur de la luminosité par les propres pixels eux-mêmes, et on n'a pas de système donc de rétroéclairage. En revanche, je reste quand même convaincu du revers de la médaille. Souvenez-vous, au moment du test du Panasonic HZ1000, j'avais pointé les reflets du soleil qui sont certes fort spécifiques à mon installation chez moi, avec 2 grandes baies vitrées dans mon salon. Ici, je suis dans une configuration complètement différente. Je suis totalement isolé de la lumière parce que ma femme, tout simplement, a repris son noble travail d'assistante maternelle et je ne peux plus accéder au salon pour faire mes tournages. Et donc là, on est dans une configuration idéale. Et alors, typiquement, là, vraiment, c'est ce que vous allez avoir lorsque vous êtes dans une pièce plongée dans l'obscurité ou si vous n'avez pas de lumière directe. Et c'est somptueux. Vraiment, rien à redire sur les angles de vision. Voilà, tout y est vraiment, on a un upscaling de qualité, une gestion de la fluidité, le passage HDR10, Dolby Vision, etc. Bon, voilà, vous l'aurez compris, je vous l'avais dit d'ailleurs, dès le départ, franchement, côté qualité d'image, c'est difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Oh, that's not impressive. Take you down, little brother. That's your mistake. This is my world.
Voilà encore une séquence, évidemment, il faut faire avec les trailers un petit peu disponibles sur YouTube. Et j'avais juste envie de me marrer un coup parce que très grand film aussi, hein, vraiment un grand scénario, etc. Bref, un film d'action qui permet tout simplement de vous parler très rapidement de la puissance audio de ce kit. Vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de modes qui sont disponibles ici dans WebOS 5.0 dont on va se reparler juste après. On a de nombreux modes de réglage de l'image, mais aussi pour la partie audio, comme vous le voyez. Ça commence d'abord avec ce fameux son AI Pro, donc c'est de la technologie LG ThinQ qui intervient, qui analyse un petit peu ce qui se passe, qui est censé récupérer des métadonnées dans la vidéo pour améliorer tout simplement, en tout cas produire la meilleure restitution audio. On a évidemment le mode standard avec la capacité de simuler un son surround plus ou moins efficacement d'ailleurs. Un mode cinéma, c'est le mode qui ici se prêtait, je ne sais pas si vous l'avez perçu, au meilleur rendu de la vidéo, un mode voix nette qui va être plutôt à réserver aux programmes télé dans lesquels la voix est prédominante, le JT par exemple, du soir ou une émission, un plateau, ce genre de choses. Un mode sport pour l'ambiance du stade, un mode musique et un mode jeu. Et en fait, à la base, c'est vrai que durant tous mes tests, j'ai trouvé que ce mode AI Pro était vraiment pas mal du tout, sauf à l'instant, là, comme vous avez pu le voir sur la version, sur cette vidéo YouTube, où en fait, je pense que l'électronique s'en sort beaucoup moins bien qu'avec un contenu issu d'un Blu-ray, par exemple, et donc du coup, on n'a pas autant de détails, et la qualité audio n'est pas aussi flatteuse avec ce son AI Pro, il faut se contenter, enfin en tout cas sélectionner manuellement plutôt le son cinéma. Comme vous l'avez entendu, encore une fois, c'est plutôt puissant, on a un son 40 watts au global qui est diffusé sur 2 haut-parleurs pour la partie médium et puis 2 graves en fait de simili caisson de basse. Et en fait, ce qui est plutôt pas mal, c'est que le son est diffusé ici sur la partie basse du téléviseur, qu'en fait il est réfléchi sur le pied métallique pour être envoyé, pour que la scène acoustique soit directement envoyée aux spectateurs, et ça fonctionne dans l'ensemble plutôt pas mal. Voilà. Alors il faut juste retenir que par rapport à la conception aussi de ce téléviseur dont j'ai parlé au tout début de cette vidéo, l'espace en bas de la dalle est d'environ 3,5 cm, ce qui laisse pas de place tout simplement, en tout cas pas une place idéale pour venir y placer juste devant une barre de son par exemple. Et de toute façon, comme je disais, vu que le son est diffusé et par le bas, ça sera d'ailleurs pas un emplacement idéal, sauf si vous décidez évidemment d'accrocher le téléviseur sur un support VESA à un mur. Sachez juste que le support VESA c'est du 200 par 300 mm, puisque la partie électronique est sur la partie basse, et donc essentiellement le poids sera concentré à ce niveau-là. Et du côté des mesures, franchement, là aussi, c'est bluffant, avec une fidélité des couleurs parfaite, que ce soit avec des contenus SDR ou des contenus HDR. Avec des contenus SDR, je l'ai mesuré à 1,33, et avec des contenus HDR, ça se situe entre 2,5 et 2,9. Et donc autant vous dire que pour l'œil, c'est parfait. L'autre notion qui est quand même très importante, c'est la notion de pic de luminosité. Alors je dis que c'est très important, mais c'est quand même dans un cadre assez spécial, parce que le pic de luminosité, il est mesuré sur un carré blanc qui occupe environ 10% de la dalle, parce que sinon, ce qui se passe, c'est que la technologie OLED se met entre guillemets en sécurité et abaisse grandement sa puissance lumineuse, et donc du coup, on a un pic de luminosité mesuré au centre de 713 nits en mode filmmaker toujours, et en mode vif, qui est le mode le plus puissant, j'ai une mesure à 807 nits. Là où je vous dis que cette technologie concentre vraiment sa luminosité et son énergie pour produire sa luminosité maximale, c'est que lorsque l'on passe sur un affichage de cette mire blanche sur l'intégralité de la dalle, cette luminosité elle chute en l'occurrence à 150 nits pour toujours mode filmmaker et à 155 nits dans le mode vif. Alors histoire de vous inonder encore un petit peu avec quelques chiffres, sachez aussi que la promesse faite par LG quant à la couverture de l'espace colorimétrique, elle est remplie à 100%, j'ai envie de dire, puisque
On a une couverture de 99,9% de l'espace Rec 709 pour vos contenus SDR. Donc ça, c'est parfait, mais en même temps, c'est plus une nouvelle. Et puis, c'est parfait aussi sur la couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 pour vos Blu-ray, par exemple, avec 99% assuré par cette dalle OLED. Et on descend un petit peu, mais c'est bien naturel pour la partie BT 2020, donc Rec 2020, avec une mesure qui a été, que j'ai pu relever à environ 74%. Je vous avais dit que je reviendrai aussi bien un petit peu plus en détail sur le mode jeu, parce que c'est vrai que j'ai opposé le C10 au Q95T. À l'occasion de cette vidéo, j'avais déjà dit que la fidélité des couleurs n'est pas exceptionnelle lorsqu'on utilise les modes jeu de base, que ce soit pour l'un comme pour l'autre d'ailleurs. Là, franchement, quand vous voyez ça, ça va très très bien. On est flatté par la fluidité de l'image, etc., par la qualité. Là, puis c'est Fortnite, c'est pas non plus le plus beau de tous les jeux vidéo. J'ai pu mesurer un delta E en mode jeu à 5,39. Rappelez-vous, c'est en deçà de 3 que l'œil se dit « Ok, la fidélité des couleurs est parfaite ». Donc 5,39, c'est pas si mal. Mais il est possible de faire mieux parce que lorsqu'on est en mode de base, on a le réglage de jeu, le 5,39 et une luminosité qui culmine à 716 nits, soit quasiment la luminosité max lorsqu'on affiche cette fameuse mire blanche au centre de l'écran. Puis ensuite, s'ensuit toute la procédure de mesure. Et en regardant un petit peu ces résultats et en voyant que la couleur était un petit peu froide justement, je me suis dit qu'il y avait moyen de corriger cela assez facilement ici, en allant tout simplement dans les paramètres du téléviseur, en sélectionnant tous les paramètres. Et on trouve ici un menu balance des blancs dans lequel on accède soit à une méthode de calibration par 2 points, alors là ça demande quand même pas mal d'exercices de configuration, ou tout simplement un accès direct à cette fameuse température des couleurs. Alors on voit qu'elle n'est pas en froid, elle est en moyen tout simplement, mais en fait en tâtonnant un petit peu et en refaisant des mesures à chaque fois, j'ai essayé avec le mode F1, c'est encore pas assez, avec F3 c'est un petit peu trop, et donc du coup avec le mode F2 on récupère juste ce qu'il faut pour corriger la fidélité du blanc en fait, et donc du coup on se retrouve avec d'autres couleurs qui sont bien mieux ajustées puisque je me retrouve avec un delta E moyen, avec juste cette configuration F2 de 3,22. Vous voyez déjà que en 3 clics, on s'est rapproché quasi de la perfection sur la qualité de l'image, mais la luminosité, elle baisse aussi pas mal puisque de 716, on passe à 422 nits. Donc je me suis dit, c'est un petit peu dommage quand même, et donc toujours en continuant de chercher un petit peu ce qu'il était possible de faire, en revenant un cran au-dessus, j'ai remarqué qu'on avait ici cette portion, ce menu contraste dynamique, et en venant juste chercher le contraste dynamique mode faible, pas mode moyen, pas mode élevé, parce que là encore ça pousse un petit peu trop les réglages, et donc du coup on fait l'effet inverse sur ce qu'on souhaite, c'est-à-dire récupérer un petit peu de punch dans l'image mais sans trop saturer les choses. Et bien là, entre le réglage contraste dynamique en faible et l'effet 2, j'arrive à un delta E moyen de 2,37 et la luminosité remonte à 634 nits. Vous voyez que c'est sans doute, selon moi, le meilleur des compromis. Alors effectivement, on pourrait s'amuser à calibrer la dalle, mais sur des mesures que j'ai pu faire, et avec cette dalle 65 pouces, c'est selon moi, finalement, si je peux vous donner un conseil, ce qu'il faut faire pour avoir le meilleur résultat côté fidélité et qualité d'image. Allez, encore un petit peu de patience, j'en ai bientôt terminé avec ce LG C10, mais je ne pouvais pas vous quitter sans vous parler de WebOS 5. Comme vous l'avez vu, on a là le magasin d'applications et hop, automatiquement, on a une barre supérieure qui apparaît et qui met là encore un accès direct, donc une double navigation vers une boutique d'applications, en l'occurrence parce qu'on est sur la partie LG Content Store, alors qui va mettre une plombe à s'ouvrir. Voilà, ici les principales applications qui sont disponibles sur le store de chez LG. Alors l'essentiel y est, avec du Netflix, avec du Prime Video, avec les programmes beIN Sport, l'accès directement à des chaînes Twitch, Prime Video, évidemment je l'ai peut-être déjà dit. Donc l'essentiel y est, mais selon moi il n'y a pas autant de choses par exemple que sur Android TV. Donc l'autre aussi nouveauté du côté de cette barre d'outils de WebOS 5, c'est que évidemment, lorsque je suis sur Netflix, je retrouve juste au-dessus mon compte et la dernière vidéo qu'on a regardée tout à l'heure qui est Marco Polo, et ensuite les tendances actuelles. Là encore, l'objectif, c'est de vous faciliter l'accès à vos contenus. Et ce qui est assez nouveau,
là encore, c'est lorsque je maintiens le clic appuyé, je pouvais d'ores et déjà le faire sur les précédentes versions de WebOS, je peux décaler ces ces raccourcis qui sont ici, mais je peux aussi en ajouter un qui n'existait pas, qui est celui-ci, ajouter une chaîne YouTube, et puis comme vous pouvez le voir, tout simplement, j'ai ici installé ma chaîne. Alors je peux évidemment la déplacer, par exemple, si je le place au premier plan, et voilà ce qui se passe, si je viens dessus et que je sélectionne donc avec le pointeur ma chaîne, et bien là encore, j'ai directement les contenus de ma chaîne qui sont accessibles. Mais ce n'est pas tout, parce que LG se dit bien, on va vous faciliter un petit peu la vie, et on a cette fois-ci le mode de modification intelligent qui va tout simplement venir placer à gauche, donc l'endroit qui est censé être le plus accessible par le curseur de la télécommande gyroscopique ou via les flèches, eh bien les programmes que vous utilisez les plus fréquemment. Et donc du coup, ce mode de modification intelligente se charge de ramener systématiquement vos programmes les plus utilisés sur le devant de cette barre d'outils. Voilà, donc c'est vraiment une petite évolution de WebOS 5 qui est bienvenue. Voilà, ça ne change pas non plus du tout au tout, mais c'est bienvenu. En revanche, il y a un point, moi, qui me déçoit un petit peu plus, c'est cette zapette, et c'est bien de la faute de Sony et de la télécommande du XH90 qui m'a vraiment, c'est vraiment mon coup de cœur en matière de télécommande, bonne qualité, rétroéclairée, etc. Eh bien, chez LG, cette télécommande, elle n'évolue pas. Alors, elle a le mérite d'être plutôt complète, avec une bonne prise en main, un pointeur qui réagit très très bien, une interface WebOS qui est extrêmement fluide, réactive, etc. Mais voilà, elle n'évolue pas, il n'y a pas de rétroéclairage, c'est toujours la même en fait, et c'est dommage, ça casse un petit peu le côté innovant. J'aurais bien aimé que ça évolue, y compris du côté de la zapette. Et voilà, c'est le moment où je vous livre mon verdict, je crois que vous l'aurez compris, forcément c'est un carton plein pour ce LG C10 qui est une évolution du C9, plus qu'une véritable révolution, mais en même temps, lorsqu'on a déjà une très très bonne plateforme technique, difficile de tout changer, tout améliorer, tout révolutionner, surtout quand on prend en considération les limitations techniques pour l'instant de l'OLED par rapport au LCD, je parle notamment à la puissance lumineuse qui reste tout de même un cran en dessous de ce que fait la concurrence directe au même niveau de prix sur du LCD, bref, vous le savez très bien tout ça, et donc ce qui m'emmène au point fort et au point faible. Côté des points forts, d'abord la qualité de l'image, c'est une évidence. Les contrastes sont faramineux, c'est sublime, la fidélité des couleurs est parfaite, que ce soit d'ailleurs en mode filmmaker ou en mode cinéma, parce que je vous ai surtout parlé du filmmaker mode, mais ne vous y trompez pas, ne vous faites pas d'inquiétude quant à la capacité et à la beauté du mode cinéma, c'est très très bon. On a évidemment aussi dans les points forts cette prise HDMI 2.1 avec tout ce qu'elle apporte. Le jeu en 4K à 120 images par seconde, tout ce que je vous ai raconté sur l'autre vidéo, l'auto low latency mode, le VRR, et VRR d'ailleurs qui va être dans la partie jeux vidéo accessible sous le menu AMD FreeSync Premium, qui est en fait un espèce de jargon marketing pour vous dire que ce téléviseur est paré pour les Xbox Series X et la future PlayStation 5 qui utilise des puces AMD, donc vous devriez avoir une expérience optimum avec ce type de téléviseur, et bien évidemment la réponse du LCD ne va pas se faire attendre, puisque là aussi on a des téléviseurs LCD avec du HDMI 2.1, donc de prochains comparatifs à venir. Et puis dans les points forts, je vais aussi ajouter les différentes améliorations qui ont été apportées à WebOS, nouvelles fonctionnalités, la prise en charge de tous les assistants vocaux, des technologies de chez Apple et de chez Google. Donc c'est plutôt là aussi un point favorable, puisque vraiment on se retrouve sur un produit complet qui ne devrait pas avoir de mal à communiquer avec tous vos appareils connectés à la maison. Donc là aussi c'est intéressant. Du côté des points négatifs, il y a cette zapette, j'en ai donc rapidement parlé. C'est vrai qu'elle n'est pas désagréable, mais s'il vous plaît, messieurs, dames de chez LG, surprenez-nous encore sur votre prochaine gamme de téléviseurs. Ça sera toujours ça de prix, d'autant que d'autres constructeurs savent le faire. Donc je vous attends vraiment sur ce sujet. Il y a également l'absence de micro, parce que je l'ai dit, il y a les assistants vocaux qui sont présents. On peut utiliser des enceintes déportées pour discuter directement en mode main libre. Ça impose quelques petites manipulations, etc., quelques configurations, mais que vous connaissez si vous utilisez les assistants vocaux. Mais c'est vrai que chez Sony, par exemple, il y a des micros directement intégrés dans le bas de la dalle, et alors là, ça facilite grandement l'utilisation, que ce soit pour allumer, éteindre le téléviseur, régler le volume. On n'a plus besoin systématiquement d'appuyer sur le micro de la télécommande, et ça rajoute encore une petite strate, d'autant que ce micro, pour tous ceux qui ne voudraient pas se sentir épiés, est évidemment désactivable dans les menus. Il y a un dernier point faible, même si je n'ai pas pu le mettre en situation dans cette vidéo, parce que justement, je n'ai pas accès à mon espace de tournage habituel avec mes fenêtres, etc. Je sais que ça s'applique aussi à ce C10, à savoir les reflets. Les reflets, lorsqu'on a une zone de lumière proche du téléviseur, directement,
on a ces reflets qui viennent taper la dalle, qui est brillante, qui viennent forcément gâcher un petit peu l'expérience en pleine journée, parce que le soir, l'image reste somptueuse, ou en tout cas, si vous n'êtes pas concerné par ces problèmes de pièces lumineuses, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous prononcer sur ce que vous pensez. Est-ce que c'est une vraie contrainte pour vous? Est-ce que vous avez trouvé des solutions pour compenser cela? Voilà, donc n'hésitez pas à réagir. Pour moi, ça fait tout de même partie des critiques que je peux poser à l'OLED face au LCD qui a une plus grosse réserve de puissance lumineuse. Et puis il y a un dernier point qui ne figurera pas dans les points faibles parce que c'est plus une inquiétude quasi globale, ou en tout cas de certains d'entre vous, c'est le phénomène de marquage sur ces téléviseurs OLED. À titre d'info, juste moi j'utilise un C8 depuis plusieurs années. Quotidiennement, mes enfants jouent beaucoup avec, font du jeu vidéo avec, moi je regarde beaucoup de programmes, de séries, etc. Et je n'ai rien constaté. Pour autant, faut-il l'exclure complètement? Eh bien non, puisque j'ai eu d'ailleurs un commentaire sur la chaîne qui me disait « Ah, moi j'ai un C8, j'ai du marquage, j'ai beaucoup joué pendant le confinement et j'ai pu remarquer que j'avais un phénomène de marquage. » Ce à quoi j'ai répondu « Mais va voir dans les options de ton téléviseur si tu n'as pas un système, une option qui te permet d'intervenir sur ce problème-là avec des outils de maintenance que mettent à disposition, que développent les différents constructeurs. » N'hésitez pas là encore, partager dans les commentaires si vous avez souffert, si votre téléviseur pâtit de ce phénomène donc de marquage. N'hésitez pas à le partager. Voilà, donc je ne peux pas vous dire que vous n'aurez absolument aucun marquage avec ce LG C10, d'ailleurs pas plus qu'avec un autre téléviseur OLED. Mais en tout cas, les constructeurs, s'ils sont de bonne foi, sont sensibilisés à ce problème et tentent de trouver des solutions pour en tout cas limiter les risques au maximum. Voilà. Et voilà, vous savez tout ou presque sur ce LG C10 dans cette version 65 pouces vendue 2 999 €, je le rappelle. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous connaissez la petite procédure, on s'abonne, on like, on partage, on commente aussi. Vraiment, si vous avez des questions sur ces produits, j'essaye d'y répondre autant que possible et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. J'essaye d'être là aussi un petit peu plus actif, mais c'est pas toujours un réflexe pour moi, donc j'essaye d'y venir. N'hésitez pas vraiment à partager cette vidéo. Et puis vous êtes peut-être aussi tombé sur cette vidéo, pas seulement sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur Frandroid, que je remercie chaleureusement parce que ils m'apportent leur plein support. C'est vrai que je travaille avec eux sur les tests individuels des télés. C'est un gros site high-tech si jamais vous ne connaissez pas. Et donc sur ce site, je publie plein de tests de télé. J'ai notamment publié le duel avec le Samsung Q95T. Le Q95T, justement, on va le retrouver très prochainement dans un test individuel, donc à suivre. Et à suivre aussi, là encore, grâce à la rédaction de frandroid.com, le test du Xiaomi Mi TV 4S. Et oui, il est arrivé, ils l'ont commandé, tout est bien passé, il est juste là derrière le rideau. Et tout simplement, si vous êtes abonné, si vous suivez donc soit la chaîne de David Noguera, soit frandroid.com, vous ne devriez pas passer à côté du test complet de ce produit, donc de chez Xiaomi. Voilà donc un beau programme à venir en vidéo, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, suivez la chaîne, suivez frandroid.com. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Coupé.